Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mensa Nega de la chaîne Web Back to Africa. Aujourd'hui, je reprends les contenus vidéo, non pas les lives. Il était temps de repartir sur ce format-là. Ici à Lomé, il y a beaucoup de web hackers, beaucoup de ripat comme on les appelle. Donc, on va essayer de se focaliser sur eux, vous faire découvrir leur quotidien. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité, non pas des moindres, web hacker d'abord au Cameroun, dont il est originaire. Et ensuite en Côte d'Ivoire, il est désormais à Lomé, il va partager son expérience avec nous. Florent, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Mensa, bonjour. Alors je sais que c'était un peu compliqué pour toi cette interview parce que tu vas dire beaucoup de choses sur ton parcours des plus intéressants. Ouais. C'est ça, c'est mon histoire. Mon histoire, voilà. C'est pas une généralité, mais c'est mon expérience. Donc, juste avant de commencer cette interview et d'entrer dans le dur du dur, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de Web Back to Africa, Web Back to Africa a pour but d'accompagner les Africains et les Afro-descendants à retourner vivre en Afrique. Et pour ce faire, on fait notamment des lives comme celui-ci, on fait des événements dans plusieurs pays, notamment en Europe, en France, en Amérique du Nord, au Canada et dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Togo ici, à Abidjan aussi, au Sénégal, au Mali, enfin bref, on est un peu partout. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as envie de retourner vivre en Afrique ou tu es déjà retourné vivre en Afrique, ou même si tu es juste africain et que ça t'intéresse cette question-là, n'hésite pas à rejoindre la communauté des web hackers. On y partage des bons plans, des opportunités d'investissement, des opportunités d'emploi et plus encore. Alors rejoins-nous, le lien est dans la description. On va commencer l'interview sans plus attendre. D'accord. C'est bon, t'es prêt? C'est bon, c'est prêt. Il faut savoir qu'il ne connaissait aucune des questions, donc c'est parti. S'il te plaît, Florent, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour nos spectateurs, s'il te plaît? Je m'appelle Florent Paul-Marc Dikoumé. Je suis d'origine camerounaise, mais je me considère comme un pluri-africain. Vu mon petit parcours qui m'a permis de sillonner pas mal de pays africains après avoir séjourné en Occident. Donc voilà à quoi je me définis. Friand de la communication, du marketing, et j'en ai fait mon métier et mon gagne-pain. Donc voilà en quoi je me définis. Ok, belle définition. On comprend à peu près qui tu es, qu'est-ce qui fait ton essence. Donc j'ai entendu déjà que tu es pluri-africain, c'est un terme Un néologisme. Un néologisme. C'est un néologisme. Donc merci, hein, ça, c'est la communication qui parle. Donc la communication, c'est aussi l'une de tes spécialités. Ouais. Mais Monsieur Florent, Oui. est-ce que vous pouvez nous parler, vous, plus encore de déjà comment vous êtes parti de l'Afrique, et puis justement comment vous êtes revenu de l'Afrique, c'est ce qui va beaucoup intéresser nos spectateurs. Ok. En vrai, c'est un parcours un peu classique pour ceux qui sont, je pense, de tous les pays d'Afrique francophone. La fameuse promesse parentale, quand vous fréquentez en Afrique, où on vous dit si tu as ton bac, tu vas en France, tu vas en Europe, tu vas à l'étranger. Donc ça a été cette promesse à laquelle je me suis agrippé durant tout mon parcours académique et aux sorties de mes classes africaines, le moment fatidique était finalement arrivé de pouvoir découvrir ce qu'on voyait à la télévision, de voir ça en vrai, parce que nous, on a été bercés, pour ceux qui ont grandi, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, on a été bercés par les médias occidentaux. On avait une vision un peu plus policée, pour ne pas dire une image fantaisiste de l'Occident. Et on voulait en découdre. Comment ça On découvrait. Et voilà, je suis parti en Angleterre parce que je suis très friand de la culture anglo-saxonne, friand du rap, R&B, donc à défaut des États-Unis, j'ai pris la version low cost. Ça se discute. Nos amis britanniques vont pas être contents. Ça se discute. Non. Je suis allé à la base shakespearienne. Donc je suis allé en Angleterre où j'ai eu l'occasion de séjourner dans le programme MBA de Cardiff University, Metropolitan University. Super expérience académique, j'ai appris, c'était un nouvel environnement, un environnement bien carré en termes d'études, en termes, vous avez tout le contexte nécessaire pour pouvoir être productif et
Et voilà, aucune chance d'échouer. Vu l'investissement des parents, premièrement, et de deux, le canevas dans lequel je me trouvais était plus propice à l'excellence, en fait, voilà, ça a donné le meilleur de soi. Donc, je nanti d'un MBA après cette formation. J'ai eu l'occasion de travailler en Angleterre déjà avec des boulots d'étudiants, où il était question d'être serveur, faire kitchen porter. Donc, tous ceux qui ont fait le UK, qui sont des hommes, connaissent un peu de quoi je parle. Après, par la suite, j'ai eu des internships dans des entreprises telles que Berkeley Scott, où j'ai eu à travailler comme assistant dans le cadre de l'événementiel beaucoup, notamment sportif. La Champions League, la finale de la Champions League à Wembley, j'avais travaillé dessus, avec les Jeux Olympiques de Londres. Et le reste, c'était des championnats de cricket et de rugby, parce que Cardiff, qui est au pays de Galles, est très orienté sur le rugby. Je pense que c'est le sport numéro 1 après le football. Voilà, donc, ayant vu tout cela, ayant fait mes armes dans le monde de l'emploi britannique, je butais à chaque fois à ce que comme disait Bouba, à ce que j'étais destiné à vouloir être. Je savais que j'avais l'impression que je n'allais pas arriver là où je voulais arriver en restant dans cet écosystème, on va dire quoi, très blanchisé, très britannique mindset, parce qu'à la base, je suis francophone, donc forcément, la langue anglaise n'est pas ma langue de naissance, donc forcément, la fluidité n'est pas aussi intense que mon ami Scott du quartier de Central London. Donc, j'essaye un peu, mais j'ai ma couleur de peau qui n'est pas très bankable de prime abord. Donc, pas pour faire la victime, on n'est pas là pour se victimiser, mais je suis parti sur ces constats et j'étais assistant. J'avais la nette impression que le temps d'arriver là où je veux arriver, il faudra faire des concessions. Avoir une nationalité, être un European citizen, chose que je n'ai pas. Il y avait plein de paramètres qui devaient être pris en considération pour arriver là où je voulais arriver et à la vitesse, parce que je pouvais peut-être arriver, mais la vitesse à laquelle je voulais aller ne partait pas dans mon sens. J'avais cette sensation. Je ne peux pas dire si j'avais raison ou pas, mais c'était l'impression que j'avais. Et j'ai décidé sur un coup de tête, je me rappelle bien ce jour-là, je m'en viens à Subway. Et puis, j'ai jeté l'emballage dans la poubelle. Et la poubelle s'est éclairée en disant « Thank you to clean ». J'ai dit « Damn, même le support de communication sont avancés. En fait, j'ai rien à créer ici. J'ai eu la sensation qu'en fait, je ne vais rien apporter de plus à ce qui se fait déjà. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait chez eux. Et j'avais cette frustration à chaque fois. Tu vois, quand je prenais l'Eurostar, je me dis, mais l'Eurostar, bon, peut-être pour certains qui sont nés en Occident, c'est normal. Mais moi, je quitte d'une gare routière, il y a un des doigts là qui ne ressemble pas à grand chose. Et je trouve une gare, parce qu'ils appellent ça gare, l'Eurostar. Je me dis, c'est dément, tu vois ce que je veux dire. Et je me disais, mais pourquoi on n'essaye pas de faire la même chose chez nous? J'avais ce sentiment de revanchard, en fait, d'essayer de faire la même chose chez moi, à mon petit niveau, et voilà. Donc, sur un coup de tête, après avoir jeté cet emballage à la poubelle, j'appelle mon regretté papa. Allez, papa, moi c'est bon, je vais rentrer. Il me dit, tu veux rentrer quoi, les vacances? Et non, je veux rentrer pour de bon, quoi. Je crois que. Il dit, attends, tu veux rentrer pour les vacances ou tu veux rentrer? Je lui dis, je veux rentrer pour de bon. Il dit, non, tu restes là-bas. Démerde-toi, fais comme ton cousin, reste là-bas et tout. Non, je disais non, je vais rentrer parce que mon plan, c'est si je rentre, c'est en Afrique que ça va se passer pour moi. De manière comme je veux en fait. J'ai les diplômes, je pense que j'ai de la matière première, j'ai des choses à revendre et tout. Bon, j'ai eu la chance par rapport à, je sais pas pour les autres enfants, mais moi j'ai eu beaucoup de grâce et que mes parents m'ont toujours. En fait, quand ils savaient que je m'accrochais à quelque chose, ils disaient bon, tu vois, mais qui y croit. Donc il m'a payé mon billet d'avion pour rentrer. Il m'a dit tu es sûr? J'ai dit je suis sûr. Ma mère, j'ai dit pareil, je suis sûr que je dois rentrer. Bon, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Parce que comme je t'ai dit, je reprends sur le contexte.
pour des parents qui t'ont longtemps promis d'aller en Occident, pour nous, c'est comme une sorte de... C'est le sésame, en fait. On est dans Fort Boyard, ça y est, tu as la clé qui te permet de passer une école supérieure et tu leur dis de rentrer, surtout que tu n'as pas un point de chute, c'est pas une grande compagnie qui te refait rentrer, c'est toi qui décide de rentrer comme ça, quoi. Tu te dis, je vais chercher du travail. En Angleterre, j'ai trouvé du travail, pourquoi pas au Cameroun? Donc c'était ça même mon entendement. J'ai dit, mais c'est figé. En fait, dans mon paradigme, c'était, j'ai le diplôme, une bonne école qui est quand même la 53e sur 200 à l'époque. Moi, je ne trouverais pas du taf. En fait, pour moi, c'était, je dépose le CV et je fais mon chantier, c'est fini. Mais non. Donc, je rentre au Cameroun Et quand tu rentres, déjà, ok. Donc, parce que déjà, quand c'est je veux rentrer, mes potes me disent, t'es ouf ou quoi? Qu'est-ce que tu rentres? On est en 2013. 2013, ok. En 2013. 2013, tu reposes tes bagages. Où ça, à Yaoundé ou à Douala? Je suis de Yaoundé à la base, mais c'est Douala qui est la capitale, la capitale économique. Okay. Donc la probabilité que tu aies plus d'emplois, d'offres d'emploi, d'opportunités d'emploi, c'est sur la ville de Douala. Okay, parce que le port, c'est dynamique en fait. Donc, je redresse le tableau. Ouais. Donc toi, on t'envoie en Europe, tes parents sont fiers de toi, tu fais une bonne école londonienne dans laquelle ça se passe bien, mais tu es confronté à un plafond de verre. Oui. C'est-à-dire qu'on te promet que finalement tu pourras y arriver, mais ce sera beaucoup plus long et lent que les autres. Et donc toi tu te dis, moi ce que je veux faire c'est que je repars sur le continent, j'ai ma pierre à l'édifice à apporter et ça va aller beaucoup plus vite. Et j'aurais des trucs à dire. J'aurais posé quelque chose sur la table en fait. Et j'avais cette motivation qui m'animait le plus. Et quand tu arrives à Douala, c'est comme ça que ça se passe. Quand j'arrive à Douala, je me rends compte qu'il n'y a pas de Gumtree. Gumtree, c'est une plateforme, à l'époque, je ne sais pas si elle existe toujours, c'est une plateforme au UK où tu as toutes des grandes annonces, des grandes offres d'emploi, tu as toutes les grandes annonces, quoi. Il n'y a pas de Gumtree, il n'y a pas une plateforme d'annonces de recrutement, d'appel à candidature. Bref, le système est dans une ambiguïté extraordinaire. Je répète, je parle des années 2013. Peut-être ça a changé. Moi, comme je dis toujours, c'est mon histoire à moi. Peut-être ça a changé après. Ah, le petit disclaimer. Voilà, donc je préfère les disclaimers. Donc, moi, j'arrive, il n'y a pas de site internet où il y a des offres d'emploi. Les entreprises ne communiquent pas sur offres d'emploi ou bien des offres d'emploi qui sont antidatées, qui sont restées, il n'y a pas de mise à jour. Et puis même quand j'appelle, je ne suis jamais appelé. Je ne suis pas appelé parce que le système camerounais, en tout cas, je répète à l'époque toujours, je trouvais que c'était un système orienté sur de la cooptation en fait. Il fallait avoir quelqu'un en interne qui réussit à prendre ta main, qui prend ton CV, bref. Donc si tu connais personne, voilà. Et puis moi, mon père était à l'époque, il sortait d'un cancer, donc malade. C'était compliqué même pour lui d'essayer de réactiver ses contacts et tout le reste. Donc j'ai dû toquer à des portes, je mangeais des stops. Et puis un jour, je faisais du porte-à-porte. Je devais laisser le porte, c'est-à-dire je sortais le matin, j'imprimais. Parce que j'avais fait la même méthodologie à Londres en fait. En fait, ce qui était intéressant quand j'étais en Occident, c'est que ça développait en moi un état d'esprit débrouillard. Ouais, très débrouillard à jamais. Tu vois, ça développait en moi des capacités d'abnégation. Je ne sais pas comment expliquer, parce qu'à la base, je n'étais pas comme ça en fait. Quand je suis en Occident, ça a développé ça en moi. Quoi. Je vois. Que si tu cravaches pas, tu crèves. Surtout que l'Angleterre, c'est très capitaliste. Je sais pas, j'ai pas vécu en France, mais en Angleterre, c'est marche au crève. Marche au crève. Et par semaine, tu dois avoir des sous, parce que même pour prendre rien que de déplacer, toi-même, tu sais. C'est un bras. Il faut remplir la Oyster, il faut, voilà, tu vois. Et le loyer, tu es dans des 500, 600 euros minimum. Ça, c'était à l'époque aussi. Donc c'était un peu chaud quoi. Et la scolarité, bon, je te plante un peu le décor. Donc ce qui fait que l'état d'esprit était différent. Je fais du porte-à-porte, on ne m'appelle pas. Je sais que ça s'arrête à la. Tu vois, le gardien qui prend la sécurité, je sais que ça s'arrêtera là. Moi je sais, mais je me dis, j'ai au moins essayé. Tu vois. Et puis un jour,
il y a un monsieur qui me... Et je reçois un coup de fil. Il me dit, on a vu votre CV. J'étais choqué. J'étais choqué. Ça, c'était au bout de combien de temps? Tu as déjà fait un mois au quartier, 2 mois au quartier? J'avais fait 2 mois au quartier. Okay, 2 mois au quartier. Mais tu sais, quand tu viens de rentrer, 1 mois, 2 mois, c'est rien. Pour toi, tu as des livres sterling, et tes potes sont fiers. C'est tu vois, non. Il n'y a pas la pression. Non, il n'y a pas de pression. Plus je suis chez papa et maman, tu vois, dans le crayon, climatisation, aspect. Ouais, écoute, c'est pépère, tu vois. Pas de loyer à dépenser. Pas de loyer à dépenser, sauf que je suis encore rentré chez papa, maman. Donc, techniquement, c'est un peu fail. Et il te rappelle qu'il est 19h, 20h, chez moi, on ne sort pas après 21h. Tu es déjà un adulte et tout. Tu es déjà un adulte, tu as vécu en Europe, tu rendais compte à personne, tu vois ce que je veux dire. Et il te dit, non, à 20h, tu es chez lui, quoi. Après 20h, voilà. Il ferme la porte. Il ferme la porte. Donc, à tout point que je sorte de là, tu vois. Et le monsieur m'appelle, il me dit, on a reçu votre CV, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un entretien avec vous et tout? Je dis, ok, d'accord. Donc, je descends sud-ouest. Je rencontre le monsieur Jean-Yves, qui je fais un coucou, parce qu'on est restés de bons amis. Okay. Jean-Yves, il me dit, ton CV MBA, tout ça, moi je peux pas te payer. T'as dit les choses clairement. Et moi je lui ai dit, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Avec le recul, je crois que c'est un couteau à double tranchant. J'ai dit, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Et je crois que ça a motivé la paye qu'il m'a donnée. J'aurais dit attendre d'abord. J'ai dit, c'est pas l'argent qui m'intéresse, je suis là pour apprendre et tout. Et je veux avoir une expérience locale parce que voilà, je veux travailler, quoi. Il me dit, ok, bon, moi mes salaires sont entre 80 et 150 000. Donc là tu fais la conversion en livre sterling en euros. Je me rends compte que je suis même pas dans, on est dans quoi, 200 euros, quoi, 230 euros, quelque chose comme ça. 80 000, 90 000, on n'est même pas, on est à 100 000. Je suis au niveau du 150 000. Ah, t'as 150 000, ok. Donc il t'a donné comme il me dit entre 80 et 150. Il me dit 90 lors de tes débuts. Et maintenant, si tu, après ta confirmation, carrément, il a le modèle 3 mois après, tu montes à 150 000 et tout. Et bon, je me suis dit, techniquement, je ne dis pas que j'avais pas de problème d'argent, mais je me suis dit, tant qu'à faire, vas-y, quoi. Ouais, je vois. Quand j'ai pris ça, mes parents m'ont dit, mais toi, t'es malade. On a payé un MBA pour toi pour que tu viennes toucher 150 000 sous 100 000 francs. C'est quoi ces histoires? J'ai dit, non, calmez-vous, j'ai un plan et tout ça. Donc, je commence avec lui. C'est chaud. Le business, je le comprends pas très bien au début. Les clients, je me mange, je fais des présents. Laisse tomber, c'est une pression. Quand je dis pression, je veux dire. Bref, c'était assez dur, quoi. C'était assez dur. Des fois, les clients ne payaient pas, donc quand les clients ne payent pas, lui, il doit payer les impôts. Il me dit, bon, les salaires sont un peu compliqués ce mois. Donc, mais tu connais la vraie galère. L'expérience locale, retard dans les salaires, tout. Mais il ajustait quand même, genre, il faisait des efforts, quoi. Il ajustait parce qu'ailleurs c'était pire. Okay. Tu vois, il faisait des efforts quand même. Donc, retard de salaire, ça peut être combien de temps? 1 mois, 2 mois? Non. Quand même pas. Quelques jours. Oui, quelques jours. Quelques jours, tu vois, quelques jours. Mais vous prévenez avant, quoi. Vous prévenez avant. Mais ça ne dépassait pas une semaine, quoi. Ouais, je vois. Quand même ça, il faisait des efforts. Il faisait des efforts, ouais. Il faisait des efforts. Et puis, c'était une très très belle expérience que j'ai passée avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. Il m'a appris le métier, il a donné ma confiance en moi. Et du coup, j'avais une offre plus intéressante, toujours au local. Qui avait j'ai dit bien l'offre était intéressante. C'est la suite qui n'était pas intéressante. donc du coup je me dis bon écoute Jean-Yves c'était bon. Je vais un peu aller ailleurs parce que j'ai besoin de quand même un peu d'oseille, mais non c'est bon. Donc le mec il me dit écoute viens chez nous, tu auras 300 000 francs donc je monte. J'ai vu que je passe au double en fait. Ouais, tu commences à monter. Au bout de combien de temps? 1 an, 2 ans? Non là mais je te dis 9 mois plus tard. 9 mois plus tard, ok, donc tu doubles rapidement. Voilà, donc je vais chez lui. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La pire expérience que j'ai eue. Ah ouais? Depuis? Ouais, là en fait, c'était déjà que l'écosystème était dur, tu vois, parce que
tu vois, tu viens à des présentations, je t'explique par exemple, quand j'étais avec Jean-Yves, je partais à des présentations de clientèle, au lieu de se focaliser sur le discours de ma présentation, on se focalisait sur mon style vestimentaire, tu vois, il y avait des biais cognitifs. Hein. Ouais, il y avait des éléments qui, pour moi, n'étaient pas tangibles pour pouvoir ne pas donner un marché à quelqu'un. Il y a du mépris parce que tu as l'air plus jeune, voilà, et parce que personne ne te connaît, tu n'es pas recommandé, tu n'es pas... Tu n'es pas le fils d'eux. Voilà, donc ce qui fait que entrer à certaines portes, c'est assez compliqué. Ton patron est toujours obligé d'intervenir pour que tu puisses pouvoir t'imposer. Jean, il m'a beaucoup imposé dans certaines réunions. C'était compliqué. Lorsque tu veux prendre la parole, bon déjà que tu balbuties un peu parce qu'à l'époque je n'avais pas encore toute cette barre, j'étais tout frêle et tout, c'était pas encore le dire comme qu'on connaît aujourd'hui. Bon écoute, mais avec le recul c'était important de vivre tout ça, ça m'a forgé, j'ai appris, j'ai compris quelles sont les erreurs à ne pas faire et tout ça, et puis voilà, comme je dis, l'expérience qui suit par la suite, je vais chez ce monsieur. Ah, tu le cites même pas. Non, je ne cite pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, il m'a fait un moment douter sur mes diplômes. C'est-à-dire, tu vois, je travaille sur un deck et tout. Il me dit, mais franchement, vous qu'on a formé en Europe, là, vous êtes peut-être stupide. Non, mais au Cameroun, tout Cameroun te dira, non, on a ce qu'on appelle la verbatim violente facile. La violence verbale, je pense que c'est intrinsèque à nous. Et du coup, c'est notre manière de fonctionner en fait. Donc, du coup, si les gens ne sont pas prêts, c'est. Et puis, moi, j'avais un peu trop épousé la culture occidentale. Donc, j'étais un peu choqué qu'il me dise ça. Et voilà, il me mettait des coups de pression. Je craquais. Mais quoi comme coup de pression? Donne un exemple. C'est-à-dire que là, il y a cette phrase assassine, mais. Non, tu sais, tellement j'ai vécu après de super moments que pour moi, j'ai pas retenu ces phrases. Tu essaies d'oublier quoi. En fait, ça s'est édulcoré tout seul. Parce que j'ai vécu des trucs après, mais sur le coup, c'était très frustrant. Par exemple, je sais pas, est-ce que c'est à des réunions? À des réunions, pareil, voilà, je te prends, ouais, merci de m'avoir appelé ça. On est en pleine réunion, je fais je fais une petite erreur sur le fichier Excel, une erreur franchement qui est modulable. Tu vois, au lieu d'avoir mis peut-être 18, j'ai mis 16. Tu vois, je dis, oh non, je me suis trompé, j'aurais dit, si vous continuez à vous frapper ici, en pleine réunion, imagine. Il m'a parlé comme mon papa en fait. J'ai même tapé. Donc, un gars qui a un billet, un gars qui a fait quand tu vas me frapper ici, il m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça quand même. Ouais. Non, mais il y avait moi, en fait, je rigole, mais ça arrive quand même. En fait, c'est incroyable, c'est une histoire incroyable. Mais c'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais sur le coup, en fait, c'est vrai que je dis, maintenant c'est édulcoré, ça me fait rigoler. Mais sur le coup, c'était. Et je vais dire à mon père que mes papas, il m'a parlé. C'est là que mon père m'a dit, écoute, le monde de l'emploi au Cameroun, c'est comme ça, mon fils. Il faut être dur. Hein. Il faut, voilà, tu prends sur toi, tu essaies de faire comme les autres. Regarde comment tes collègues fonctionnent, fais comme eux. Quand tu viens le matin, tu dis bonjour à tout le monde. Parce qu'avant, moi, je me disais, quand je viens au travail, je m'assois à ma place tranquillement, je fais ce que j'ai à faire. Non, il m'a dit, il faut que tu dises bonjour à tout le monde, il faut que tu joues le gentil avec tout le monde. Ne dis pas trop ce que tu penses, parce que voilà, ils peuvent se servir de ça, aller dire au patron que tu as dit ça. Et effectivement, moi j'étais authentique, c'est-à-dire quand il y a un truc, il y a quelque chose que je ne trouvais pas logique ou bien que je trouvais un peu incohérent sur certains fonctionnements, je le disais et je ne comprenais pas en fait. C'est pour ça que je te dis que j'avais peut-être une compréhension de la fonction, mais je n'avais pas une compréhension de l'exercice et de l'écosystème de la fonction. Et ce qui fait que je me mangeais beaucoup de frustration avec ces patrons-là que j'ai eu, qui étaient très particuliers. Et après, moi, il me dit, moi je pense que votre diplôme, c'est de la grosse merde. Franchement, vous n'apportez rien au business. Je ne sais même pas ce que je vais faire de vous. Alors, au bout de combien de temps c'est attendu? Non, au bout de 2 mois, il me dit, parce que, et puis il me dit merci, hein, parce que vous savez, les gens qui sont dehors, là, qui cherchent le travail, il me dit merci chaque matin. C'est parce que je... Non, en fait, tu vois, on te tient le discours pareil, tu as l'impression que tu n'es pas... en fait, tu as l'impression que apparemment tu n'apportes rien dans le truc. Ouais. D'une part, j'avais peut-être une responsabilité aussi qui était mienne, c'est que je n'étais pas aussi en mode
délivrable. J'étais plus en mode attente parce que je connaissais rien. Je connaissais rien du marché du travail camerounais. Donc j'étais plus en mode montrez-moi. Montrez-moi d'abord. Montrez-moi, après je vous montre. C'est ce que Jean-Yves a fait avec moi. Jean-Yves m'a montré et je lui ai montré. Et il a vu que je suis un bon apprenti. Une fois que tu le montres, tu sais refaire. Je sais refaire le truc et peut-être en mieux, quoi, tu vois. Donc là, je suis on a fait pour résumer 1 an. Un an, je suis en mode écoute, bon, je me taille, je retourne en Occident. Je crois que là-bas, c'est mieux compris. Les parents, que c'était bon. J'ai moins essayé, ça n'a pas marché. Allez hop, je m'en vais et tout. Je refais mes papiers pour aller au UK et tout le reste. Et c'est donc là où. Donc c'est assez facile quand même pour toi de retourner au UK. Cette carte, parce que j'étais parti, j'étais toujours en règle en fait. J'étais pas parti à la fin de mon visa, j'étais parti avant. Donc quand l'Occident voit que tu es en règle, que tu fais des allers-retours, en tout cas c'est pas à l'époque en tout cas. Et puis je revenais en mode je veux continuer encore les études parce que là c'est la seule carte pour y aller. C'est vrai que l'économie anglaise sommeille autour de l'éducation parce que les étudiants étrangers financent assez, ça paye assez et ils sont prêts. Donc du coup je veux m'inscrire à nouveau pour un PhD parce que c'était mon seul sésame pour remonter et tout. Donc mes parents et mon essaient de s'organiser dans ce sens-là. Puis je reçois un petit coup de fil du 225, la Côte d'Ivoire, qui me dit bonjour, on a vu votre CV, on a vu votre profil sur LinkedIn, parce que je fais beaucoup de contenu. Je pense, ce qu'on appelle maintenant personal branding, mais je le faisais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire sur LinkedIn, je faisais sur des petits posts sur la perception du marketing, ce que j'ai vu en com au Cameroun qui avait l'air intéressant. Je faisais des petits articles. Qu'on appelait blogs, c'est ça, non? Je faisais des mini-blogs, mais franchement de façon, je dirais pas experte, hein, c'est-à-dire j'écrivais juste des trucs comme ça, mais sauf que l'algorithme, ça a le recul que j'ai compris, mais sur le coup je comprenais pas, parce que ils m'ont trouvé comment ces gars. On a vu votre profil circuler sur LinkedIn, ça vous dirait de nous envoyer votre CV pour un poste chez nous en fait. Donc j'envoie mon CV. Une semaine après. C'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là? Tu te dis, l'Afrique c'est loin, je suis en mode, ok, je vais un peu les écouter parce que j'ai eu des spécimens chez moi ici au Cameroun. Franchement, je vais un peu les écouter, mais franchement, je suis plus avec eux. Donc, moi dans ma tête, je suis en mode, je vais repartir. Je vais repartir, c'est bon, j'ai essayé l'Afrique, c'est bon. C'est plus fait pour toi? C'est plus, Est-ce que c'était déjà fait pour toi même à la base? Est-ce que toi tu sentais déjà que tu avais. En fait, honnêtement, la manière dont j'ai été éduqué, je pense que l'archétype de l'enfant à qui, tu vois, comme je t'ai dit, il y avait toute cette promesse qui planait de l'Occident. Donc, ce qui fait que même la façon dont j'ai été éduqué par mes parents, c'était une éducation tourner un peu vers ce monde-là. Oui, tourner vers ce monde. Parce que quand je suis arrivé en Europe, je ne te cache pas que l'adaptation a été rapide. Alors, moi, l'espace d'une semaine, je connaissais toutes les cartes de métro. Je savais prendre tel bus et tout. Même ceux qui vivaient là m'ont dit, mais it's so easy for you. It's look like you're born here. Donc c'était comme si j'étais trop à l'aise. Mais en termes d'intégration, que ce soit... j'avais tous les jobs que je voulais quand j'étais à Londres. C'est-à-dire, quand on dit je voulais, je veux dire, je viens, je dépose chez Paul, ça va, t'as comprends. En fait, c'était... En tout cas, tu connaissais la manière dont ça marchait. Ouais, ça marchait et ma façon d'être matchait avec l'écosystème anglophone. C'est-à-dire même à l'université, on appréciait ma manière de faire les choses parce qu'au Cameroun, on est plus dans une logique de je reproduis ce que le professeur va montrer en classe. Apprendre par cœur, j'apprends par cœur. Or, moi, j'avais un souci avec ça souvent. Je voulais souvent faire part de ma manière à voir le monde. Ta singularité. Donc, ce qui fait que je me tapais des 6 sur 20, 8 sur 20. Et après, j'ai compris que non, en fait, il faut reproduire ce que le prof demande. Il n'est pas là pour te demander d'être Einstein. Or, en Angleterre, c'était différent. On veut que tu exprimes et on va juste structurer ton way of thinking. Donc, moi, j'avais eu le choc dans mon premier cours quand j'étais à Londres. Je crois qu'il y a un camarade à moi qui pose une question. Dans notre jargon, on a dit c'est une question vraiment stupide. Mais la façon dont la prof lui a demandé mais pourquoi tu penses là? Donc en fait, elle a aidé à structurer sa stupidité de manière à ce que ça soit cohérente. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit,
Tu vois ce que donc tout ça. Tu matchais avec ce système-là, tu reçois cet appel du 225 de la Côte d'Ivoire, tu es en mode on verra bien. On va voir, ouais. Et qu'est-ce qui se passe finalement? L'entretien, on le fait, la boîte me fait un entretien, à l'époque c'était Skype, il n'y avait pas encore Zoom, tu vois, on fait un entretien sur Skype, et puis ils me disent, après ils m'envoient, si tu veux, 2 semaines après, j'ai une proposition par mail d'expatriation et tout le reste, un contrat, je me dis, c'est quoi l'arnaque? C'est quoi là? Tu sentais que c'était bizarre? C'était trop carré, quoi. Par rapport à ce que tu as vécu au Cameroun. Moi, j'ai jamais eu de contrat au Cameroun. Ah ouais? Non, jamais eu de contrat par mail. On m'a payé, c'est vis-à-vis comme ça, vous échangez sur un montant. Et après, bon, pour qu'ils se protègent légalement, on t'imprime un papier où il y a écrit le montant. Et puis moi, à l'époque, je ne disais pas toutes parce que c'était juste un papier et j'ai signé en bas. Tu vois ce que je veux dire? Or là, j'avais un assemblage de 3 ou 4 paperasses où on t'explique tout et tout. Donc, j'ai dit, bon, je cause avec mon cousin John. Il est RH. Donc il est RH local, il a bossé en Malaisie. Donc il m'a dit, écoute, compte rien avant de partir, avant de retourner en Angleterre, au Canada. Tu fais 3 mois ou 2 mois, si ça ne te plaît pas, tu rentres, tu dis que tu es consultant. Mais puis ça te fait un voyage gratuit, puis c'est tout frais payé. Tu vois, et ça te fait visiter un autre pays africain. Mais déjà là par exemple, à ce moment-là, toi tu allais repartir, etc. On te fait ce contrat d'expatriation, donc ce sont des contrats qui sont assez rares en plus. Donc déjà, on te paye le billet, on te propose aussi un autre salaire qui doit être plus important. Oui. Non mais j'ai des doutes parce que j'ai un passif qui m'a fait comprendre qu'on peut te dire tout ce qu'on veut, écrire tout ce qu'on veut, mais après ça se passe pas comme ça. Tu vois. Okay. Et puis j'étais arrivé à une phase pas de dégoût, mais franchement, mon expérience de retour au pays natal n'a pas été jouissive. Personnellement, moi, je ne dis pas que tous les autres l'ont vécu, mais moi, je n'ai pas apprécié. Pas du tout, j'ai pas apprécié, ça s'est pas passé. Mais comme je l'ai dit, avec le recul, ça devait se passer comme ça parce que c'est pas parce que tu as eu un MBA ou un master ou une licence qu'on va t'ouvrir les portes, les boîtes, on t'attendait pas. Non, on t'attendait pas. Le pays avance, les gens travaillent, il y a des compétences locales qui sont là. Toi, tu sors de, c'est pas moi, de Cardiff, tu connais rien au business au Cameroun. Toi, tu veux venir être manager ou assistant. En vrai, avec le recul, je me dis, mais je me prenais pour qui pour espérer ça. Tu vois. Mais sauf que dans la manière, il y avait des frustrations. Tu vois. Donc, c'est pour dire que je ne blâme pas le pays. Je ne blâme pas aussi ce que j'ai fait, mais je veux dire, j'ai vécu ça de manière qui est assez difficile. Donc, lorsque la Côte d'Ivoire propose de venir chez eux, je suis en mode, bon, qu'est-ce qu'ils vont encore me raconter ça? Donc, j'y vais quand même, parce que, bon, comme je t'ai dit, billets d'avion payés, plein de choses payées. Bon, quand on dit contrat d'expatriation, c'est pas un contrat de ouf, mais c'était quand même mieux. Donc, tu as mieux, tout le temps tu progresses quand même. Tout le temps je progressais quand même. Voilà, c'était quand même mieux, mais c'était pas un truc ouf. C'était pour une période d'essai. J'avais un montant je partais sur 1 200 € par mois pour une période d'essai. Tu es dans 650 000 francs. Ouais, c'est ça. Pour une période d'essai, tu es logé. Tu doubles ton salaire. Chaque fois tu doubles, c'est pas mal, ça donne pas mal. Non, là, en termes de. J'ai vu, c'est pas mal. Et puis, tu sais, je faisais pas de comparatif avec les salaires occidentaux. C'est-à-dire, moi, je ne voyais pas les chiffres de manière. Tu sais, l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils disent je peux gagner ça, donc je dois gagner ça au Cameroun. Non, les marchés sont différents. Le taux de rentabilité est différent. Tu vois, moi, je prenais, quand on me disait je prenais 90 000 au début chez ce mec, je savais bien effectivement que je ne vaux pas 90 000, mais à l'instant T, qu'est-ce qui garantit que ce mec me donne 600 000 francs, je vais faire le business dans sa montant. Exactement. Moi, j'étais conscient déjà de mes failles. Donc d'abord, tu dois apprendre, je dois pouvoir revendiquer quelque chose. Voilà. Parce que je vais lui dire à Jean-Yves, donne-moi 600 000 ou 1 000 €. Qu'est-ce qui lui garantit? Lui, il est en mode start-up. C'est ça. Donc, rentabilité, tu vas lui apporter. J'ai pas de carnet d'adresse. Je viens de Londres. La seule chose que je lui garantis, c'est de parler anglais. C'est tout, tu vois. Et de connaître quelques documents, quelques fichiers Excel, PowerPoint, c'est la seule chose que je lui garantis. Mais lui, c'est une entreprise de prestation de services. Et qui dit prestation de services, il a besoin de clients. Il a besoin de quelqu'un qui a un réseau et qui a un carnet d'adresse. Et ça, je n'ai pas. Je ne vais pas venir demander 1 000 €. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Côte d'Ivoire, on te propose autant?
Qu'est-ce qui... C'est là justement, j'en viens. En Côte d'Ivoire, nous sommes en 2014, 2013-2014. La Côte d'Ivoire est en train de ressusciter de manière économique et politique. Après, tout ce qu'on connaît, je ne suis pas là pour faire les cours de Sciences Po, mais on sait ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire et tout. Donc, il y a cet écosystème économique qui est en train de revivre de manière intense. Et il y a une entreprise qui était cliente de mon employeur de l'époque, qui cherche un profil particulier pour gérer un projet. À l'époque, il n'y avait pas encore cette grande mainmise, cette grande présence des profils bilingues en Côte d'Ivoire, parce que l'anglais, c'est pas trop la langue parlée en Côte d'Ivoire. Des profils bilingues, ça ne court pas les rues, surtout à des prix, comme je te dis, à 1200 €. Parce que rappelons qu'ils m'ont quand même eu un peu moins cher par rapport à ce que le marché impose quand tu es bilingue. Effectivement. Donc, ils voulaient un profil bilingue. Qui connaît un peu les marques, qui connaît le marketing, la com, et puis moi j'avais eu, comme je t'ai dit dans les articles que je faisais, j'avais parlé de la marque qui était leur client là-bas, donc si tu veux, je matchais avec tout ce qu'ils voulaient. Donc j'arrive, comme je t'ai dit, en 2013, 2014, il n'y a pas encore tout ce mouvement RIPAD qui est en mouvement. Je pense sans prétention aucune que celui-là est pionnier vraiment du mouvement RIPAD, parce qu'en 2013, personne ne pensait à rentrer en Afrique. On me traitait de fou à l'époque. Voilà, donc c'est pour ça que ça me plaît quand tu m'as raconté ton histoire, en petite parenthèse et tout ça, de voir que voilà, le mouvement a suivi par la suite. Mais voilà, donc, à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, on te dit retour en Afrique, rentrer en Afrique, c'est le modèle dans toute la diaspora. C'est pas comme 2013, 2012, tout le monde avait peur de rentrer. Quoi. Tu vois, surtout que c'était pas trop ça. Et en plus, la Côte d'Ivoire, qui n'était pas encore ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle sortait d'une période assez difficile. Voilà, donc, moi je décide, d'y aller. Je me rappelle, mon père m'a dit, mais toi tu peux pas faire quoi là-bas? C'est un pays qui fait de guerre. J'ai dit non, mais je vais y aller, ça ne me coûte rien. Si ça me plaît pas, j'aime bien aller retour de toute façon. Donc j'arrive, grosse claque monumentale. Les standards professionnels ivoiriens sont à un niveau supérieur de toute l'Afrique. En tout cas, c'est d'où je viens. La mentalité professionnelle, ils sont prédisposés à l'écoute. Si tu apportes quelque chose de structurant qui permet de faire gagner quelque chose au business, tu as ton pesant d'or dans la boîte. Et moi, rien que pour ça, si tu veux, la première réunion que je fais avec mon ancien employeur, M. Saouignon, j'ai dit, moi je reste ici. Au bout de combien de temps? Une semaine. T'es convaincu? Quand je suis arrivé dans l'entreprise, on me l'a pris d'entreprise. Je la citais, moi j'ai pas envie de la citer, moi ça fait partie de mon histoire. Vaudou Group, quand je suis arrivé à Vaudou, qui est l'agence numéro 1 en tout cas à l'époque d'Afrique francophone. J'arrive en communication, je fais la première réunion et j'ai dit waouh, c'est exactement l'univers que je voulais. Tu vois des jeunes comme toi qui lead des réunions, qui parlent de projets. On est dans une salle de réunion où des messieurs d'un certain âge, qui sont des clients des grandes entreprises, écoutent des jeunes de la vingtaine, leur disent comment faire la com et le marketing. C'est impossible au Cameroun. En tout cas, je parle de l'époque 2013. Je ne parle pas de l'époque de maintenant, ça a peut-être changé. Et tu vois ces jeunes qui sont remplis de leadership, et M. Saouignon, il a pu impulser ça en tous ces jeunes. Moi, j'ai acheté ça. J'ai acheté la marque Fabrice Saouignon à cette époque. Je l'ai acheté et je n'ai pas envie de dire. J'ai acheté ça, j'ai dit, lui, c'est ça que je veux. Être iconoclaste, venir en jean en réunion chemise et ne pas être jugé parce que j'ai mis un jean et des berloutis aux pieds ou des bon c'est vrai que ça coûte un peu cher et des baskets aux pieds, être écouté parce que j'en ai là-dedans et ce que j'apporte c'est une valeur ajoutée pour la boîte, c'est ce que je voulais. Et cet écosystème me l'a donné. Donc si tu veux en une semaine lorsque je fais une réunion avec eux, j'ai compris que c'est ici que je vais rester. Et pour rester, il faut que je mérite ma place. Parce que d'abord je viens d'un marché d'un univers différent. Je ne suis pas ivoirien, donc je dois mériter ma place dans cette entreprise. Et il a donné sa place à cette entreprise qu'il a voulu panafricaine. Parce que pour lui, il ne recrutait pas une nationalité, il recrutait des jeunes Africains qui veulent en découdre. Voilà. Ok, 2 secondes. Je connais ça. Lui, il recrute des jeunes Africains un peu de partout. Il se dit, c'est vraiment cette jeunesse-là qui va faire avancer le tout. Donc, cette expérience, grosso modo, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Si tu dois faire un comparatif, tu as déjà dit, les gens au niveau professionnel, il y a un certain degré de professionnalisme qui est différent par rapport à tout ce que tu as rencontré au Cameroun. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, les standards sont des standards calcul occidentaux.
C'est-à-dire, un niveau 1, lorsqu'il veut faire une soirée, il veut que la soirée soit carrée. Ouais. Il veut, comme il dit, il veut s'enjailler. Vraiment, dans tous les sens on du reprend terme. pas dans le divertissement, dans l'entertainment. C'est-à-dire que là, tu me parles le soir, etc. Mais Je te prends le cas de la soirée pour te montrer l'état d'esprit, en fait. Ok, Donc, ce qui fait que il a un niveau d'exigence et le marché a un niveau d'exigence, en fait, où tu dois être carré, tout doit être policé. Parce que c'est un univers d'image. Et comme je te dis, je faisais la communication et le marketing dans cette boîte. Donc, ce qui fait qu'on mettait beaucoup d'accent sur le look and feel de tout ce qu'on faisait. ouais, je vois. L'apparence, lorsque tu viens à un entretien, le service rendu en termes de qualité de présentation. Et puis, j'étais dans le département event de son entreprise. Donc, on faisait beaucoup d'événements liés à des boîtes, à des grandes marques. Donc, si tu veux, 5 années hyper extraordinaires. Je dis extraordinaire. Tu ne pouvais pas rêver. À ce moment-là, tu ne pouvais pas rêver. Après ton expérience. Et là, du coup, quand on me dit, bah, c'est comment ton PhD? J'ai dit, laissez ça, je ne reviens plus. En fait, si tu veux, je savais que ça allait me montrer, mais j'aurais voulu que cette histoire, je la vive chez moi. Chez toi, au Cameroun. En vrai, j'aurais voulu la vivre chez moi. Mais avec le recul, quand je revois ma feuille de route, parce que moi j'écrivais toujours tout ce que je voulais faire sur un calepin, j'avais écrit une fois, je m'appelais sur Facebook l'Africaine. Ah, ok. Un mélange entre. Un mélange l'Africaine, le free weekend, un libre qui peut, quoi, tu vois. Et moi, je disais même quand j'étais à l'université, à mes camarades même ça, je disais que moi je vais faire le tour du monde, je vais faire ça. En fait, j'avais une véritable démarche qui n'était pas très posée sur être statique au Cameroun. Je m'étais peut-être menti en disant que si je le fais, je rentre au Cameroun et je le fais dans le truc, mais personnellement, la carrière telle que je l'ai eue, c'était ça que j'imaginais. Ok, je vois. Être aujourd'hui, je suis au Ghana, demain je suis dans telle boîte, demain, voilà. Ouais, mais bon, on comprend que ça se passe bien, etc. Mais donne-nous des exemples, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes achievements à ce moment-là? On t'écoute en tant que jeune, etc. Oui, on m'écoute et je travaille sur des projets tels que, les clients qui arrivent, c'est des clients en mode pitch, c'est en mode pitch, appel d'offres. Tu as la Standard Chartered Bank dont j'ai piloté la campagne de com tout seul, avec sa banque digitale. Tu as des projets tels que les 20 ans d'Orange sur lesquels j'ai eu à travailler. On faisait venir David Guetta en concert pour clôturer le truc. Tu as encore chaque fois on faisait des organisations de concert, je propose à mon patron à l'époque qu'il faut qu'on fasse venir des rappeurs. Je lui dis Rick Ross, il dit oh yeah, parce qu'il aime aussi le rap. Il dit ouais, super et tout. Tu vois. Et puis en fait, j'avais le travail sur tout ça. Et tu réussis à faire venir Rick Ross? On réussit à faire venir, je veux pas dire je suis comme si je suis seul, mais on réussit tous à le faire venir et c'est moi qui pilote plus ou moins le projet en termes de promotion. Et t'imagines, moi, un jeune homme j'ai la vingtaine, je suis un fan de rap US, je suis dans l'équipe qui fait venir Rick Ross et je suis l'interface de ce projet et tout. On peut s'imaginer à quel point j'avais un orgasme mental. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Tu te réalisais? Je me réalisais. En fait, à Vaudou, j'ai eu l'opportunité d'être dans une boîte qui m'a permis de vivre mes rêves. Et qui étaient les rêves de la. J'étais très connecté à la boîte parce que c'est comme. En fait, j'avais l'impression que c'était la boîte qui me comprenait. Effectivement. Donc tu vivais un rêve éveillé. Éveillé, voilà. Donc ce qui fait que même quand je partageais mes contenus sur les réseaux sociaux, tous mes potes à Londres disaient le salaud, il a réussi son coup. C'était ça, personne n'y croyait. Personne n'y croyait, voilà, tu vois. Moi, c'est ce que je voulais faire, venir faire des artistes. Aujourd'hui, je te fais venir Riros. Demain, je suis en train de faire l'activation de la Standard Chartered Bank. Après, demain, je suis sur un projet de Nestlé où je fais une campagne de lancement. Et après, en fait, c'était tellement dynamique. Sur 5 ans, j'ai vécu plus de 20 projets. Tu sais, quand je vais mettre à jour mon CV sur Vaudou, il y a des fois, je squeeze. Il y a des trucs, je dis même pas, je dis, ça va servir à rien. La campagne présidentielle du chef d'État, le président de la Côte d'Ivoire, on travaille sur ces campagnes électorales avec ses. Voilà, il nous met dans le bord parce que c'était notre client. Bon. Il y a tellement de choses que tu as fait. Ton patron t'amène en réunion à la présidence de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est même postuler la présidence du Cameroun. Tu vois, mon cerveau, on a switché mon cerveau en mode. Tout ce que tu connaissais, toi. Voilà, tout ce que je voulais vivre, je l'ai vécu en étant en Côte d'Ivoire, tu vois. Mais justement, on va parler maintenant, on va s'arrêter sur la Côte d'Ivoire. Tu en dresses un beau tableau, tout s'est passé pour le Je répète que c'est mon histoire. Il y a d'autres qui ont vécu mal la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. On va se concentrer maintenant sur même le cœur
de ton retour. Et justement, toi, l'argumentaire que tu as développé après tout ce temps, là, quand tu l'as pas beaucoup évoqué, mais justement, tu étais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est vraiment citée comme le pays francophile par excellence en Afrique, en tout cas même en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que je n'en ai pas les questions, c'est parce que tu t'as vas-y. Mais on discutait vraiment pas mal en off, quelque chose que tu me dis beaucoup, notamment que pour réussir en Afrique, on peut bien faire les choses en Afrique. Il faut, ça en rigolant, mais il faut rejoindre la France-Afrique. Quand tu dis ça, par exemple, est-ce que c'est ton expérience, Ibrahim, qui t'a fait arriver à ce constat-là? Est-ce que finalement c'est le Cameroun? D'où te vient cette réflexion? Bon, ne vous inquiétez pas, quand on dit la France-Afrique, on ne parle pas de. Je vais le laisser développer, mais voilà, pour rigoler, on dit la France-Afrique, mais voilà, il faut en tout cas beaucoup travailler avec des acteurs internationaux, notamment français. Justement, c'est ce que je vais te laisser développer. Pourquoi tu en es venu à ce constat-là? En fait, je pars sur ces deux aspects. Sur le plan d'abord historique, c'est que tu remarqueras que, qu'on le veuille ou non, on a été colonisé. Ça fait partie de notre histoire, on ne peut plus refaire le monde. Voilà, il y a eu les Brazzaville qui ont fait Brazzaville, tu as eu voilà, tout ce qu'on connaît. Et puis, tous les pays qui ont pu avoir leur mot à dire sur l'échiquier économique sont des pays qui sont en bon partenariat avec le système. Notamment, des fois on dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très connecté à la France. Et connecté à la France fait qu'il y a une sorte de pseudo-stabilité économique et politique, dans la mesure où les entreprises françaises investissent beaucoup sur le territoire ivoirien. Donc techniquement, une qualité de vie s'y joint, parce qu'ils font venir beaucoup de leurs expatriés français, leurs collaborateurs français, et comme tu le sais, la rémunération, le lifestyle doit être assuré, parce que voilà. Et puis, depuis les années Houphouët-Boigny, je parle sans maîtrise totale de l'histoire, mais je pense pour avoir séjourné là-bas, que Abidjan a toujours été plus ou moins une succursale française. Ce qui fait que qui dit succursale française dit tous les standards parisiens, français dans cette ville. Tu vois, en termes de qualité de vie, dans des écoles, les écoles françaises, en veux-tu en voilà. Tu vois. Et ce qui fait que cette qualité de vie permet à ce que les Africains ripatent comme nous sont plus à l'aise dans cet écosystème. Tu remarqueras que tous ceux qui sont des tripates, le seul endroit où ils sont le plus à l'aise, c'est la Côte. Effectivement, ce que tu dis, je vais revenir sur ce que tu dis au début de cet entretien, c'est que toi à l'époque tu fais ce chemin-là en 2013-2014, mais aujourd'hui maintenant, le nombre d'influenceurs, de ripates qu'on peut compter en Côte d'Ivoire, ça dépasse les domaines, que ce soit Dena Africa, que ce soit Jean-Yves, l'investisseur africain, que ce soit aussi même Philippe Simo. C'est ça qu'ils ne veulent pas l'avouer. Ils ne veulent pas l'avouer. Moi, je le dis, et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais bon, c'est cette connexion à la France qui fait qu'ils sont plus à l'aise là-bas. Parce qu'ils sont finalement, ils ont connu ce système-là aussi, européen, français. Donc ils veulent retrouver plus ou moins les mêmes standards de vie. En Afrique. Tout le monde, quand on décide de rentrer, moi quand je rentre au Cameroun, je veux manger les croissants le matin. Je veux avoir mon Sainsbury, c'est un petit casino. Tu vois, juste en bas de chez moi, je veux avoir mon KFC, je veux avoir mon. Voilà, je veux revivre ça. Traitez-moi d'acculturé, ce que vous d'aliéner, ça c'est votre problème. Moi j'ai aimé cette qualité de vie quand j'étais en Occident. C'est ça, tu veux la retrouver. Tu veux manger tes Kellogg's le matin. Les Kellogg's le matin, je n'ai rien contre le bâton de manioc que je prends de temps en temps et le lait, tu vois. Ou la sauce, le foutou pour mes frères ivoiriens, parce que voilà, je suis mi-ivoirien après au final. Ça c'est notre histoire, mais je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, mais sauf que je veux vivre plus ou moins c'est ce nouveau Africa 3.0. Tu vois ce que je veux dire? Quand je rentre, je vais avoir mon petit centre commercial, je peux acheter mes petites Gucci ou bien, tu vois ce que je veux dire? Et la Côte d'Ivoire répond à ces standards-là. Et c'est ça que ces gars ne veulent pas avouer. Tu vois, les autres pays qui n'ont pas eu cette proximité avec l'Occident, notamment la France, pour les pays qui ont été colonisés par la France, fait que la suite on la connaît, je ne vais pas en faire à la ici, mais on sait ce qui se passe, tu vois, entre
de sentiment anti-français. Voilà. C'est ce qui se passe. Donc, on n'est pas dans un débat. Je pense que le Web Africa n'est pas là pour ça. On ne rentre pas dans le politique, c'est pas le même sujet. Mais la force de la Côte d'Ivoire, c'est cette connexion à la France, France-Afrique, et moi je te dis, chaque fois qu'il y a une connexion, et je te l'ai dit quand on parle en off dans nos conversations privées, que s'il n'y a pas cette connexion, il n'y aura rien en fait. Donc, si on sera, je veux dire, le combat sera plus compliqué. La qualité de vie sera plus dure. Tu vois. Et justement là, c'est un bon point que tu as évoqué. Là, on a touché plus ou moins au point de vue étatique, même internationalement la proximité avec la France. Un autre point qui tourne plus au point de vue, on va sans dire. peut-être les Ivoiriens bien le signe de vie. Hein. C'est ça. C'est lié aussi. Ouais. Justement, oui, maintenant on va parler du point de vue plutôt individuel. Et tu sais que justement, en fait, quand on est en Afrique ici, etc., et qu'on a connu l'Occident, finalement, on va être souvent confronté, mais on va souvent être amené à travailler avec des gens soit qui sont ripat des pays d'où on vient, donc ça peut être la France, ça peut être le UK pour toi, ou ça peut être justement effectivement, oui, enfin, ils sont ripat, mais pas que, donc ça peut être juste des Français, parce que finalement quand on a baigné dans ces environnements-là, on a plus de facilité à travailler avec des gens comme ça qu'à travailler avec des locaux. Oui, oui, parce que, bon, comme je t'ai dit, ayant fait après ça, parce que c'est vrai que je n'ai pas continué l'histoire, mais après j'ai connu d'autres entreprises dans d'autres pays, jusqu'à ce que j'arrive ici au Togo. Donc, ce qui fait que je pense que... Tu peux adresser peut-être rapidement, ça n'a pas besoin d'abord dans les détails, voilà. Après ça, tu vois, je fais des expériences entre le Mali, le Sénégal, le Gabon, puis on retourne là sur la Côte d'Ivoire, puis je vais au Libéria, j'ai un peu tourné là-bas, puis ensuite je reviens, et puis je retrouve. En termes de vue d'ensemble de l'Afrique, je pense quand même que j'ai mon mot à dire. Je pense quand même que j'ai mon mot à dire. Je crois. Je suis pas sûr. On verra ce qu'on diront les. Je pense que mon mot à dire parce que j'ai rencontré différents types de personnalités dans différents pays. Et le constat est le même. Lorsque l'employeur te prend soit ripat, il a plus confiance en termes d'achievement. Il sait que tu vas achieve et que tu vas comprendre plus rapidement le business. Parce que tu viens d'un système éducatif et d'un système de formation professionnelle plus pointu que les personnes locales. La personne locale, elle a, quand elle a du savoir, c'est qu'elle a été plus pointue même localement que les autres. Effectivement, parce que, excuse-moi, mais le feignant, avant du feignant, le moins talentueux en Europe, le moins talentueux en Europe, qui quitte d'Afrique pour aller en Europe, connaît un peu quelques côtes, il est quand même bon. Ouais. Parce que finalement, il a vu autre chose, il peut comparer, il voit ce qui marche. Et c'est ce que les gens attendent en fait. Voilà. Et du coup, le talentueux local, il doit connaître plus d'accent parce qu'il sait que l'écosystème n'est pas aussi rigoureux. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on se trouve au monde de l'entreprise, en termes managérial, les employeurs sont plus à l'aise de prendre des managers qui ont un profil un peu international. Soit qui ont fait une formation internationale, qui sont entre pays, parce que pour limiter les coûts, ça ne sert à rien qu'ils recrutent un blanc, ça va coûter plus cher. Tu dis, je prends un Africain qui veut rentrer en Afrique, au Kenya, voilà, moins de pas besoin de donner un statut d'expatrié, des choses comme ça. Et du coup, il sera le pont entre nous, les employeurs, et les locaux. Marché local. Voilà. Donc, mais maintenant, en termes d'efficacité de travail, c'est un peu compliqué. Des fois, le standard auquel un ripat qui s'attend en termes de rendu, parce que justement, il est formaté Occident. Donc, productivité, délivrer tout le reste. Lui, il n'est pas là pour faire les salamalek pour que tu puisses faire le travail, il fait ton job. Or, notre manière de fonctionner en Afrique, il faut beaucoup aller sur l'émotionnel. Pour que le mec soit plus collaboratif. Tu vois, et si tu es dans la logique de paternalisme, parce que tu vas enseigner pour qu'il fasse le travail comme tu veux. Donc c'est tout ça qui fait partie du jeu en fait. Que des fois, mes frères ripat et soeurs ripat ne veulent pas faire. Ils se disent, mais non, il est trop con, non, il n'est pas con. C'est juste sa manière lui de travailler. Tu vois, tu dois t'adapter à sa manière de travailler pour que vous puissiez travailler tous ensemble. Et d'autres vont dire, non, mais ça ne vole pas très haut. Non, ça vole haut, lui, ça vole à son niveau. Effectivement. C'est à ce dont il a l'habitude. En fait, ce qu'il connaît, personne ne l'a jamais confronté à autre chose. Excuse-moi, si tu quittes de Wall Street et tu viens travailler à la bourse de Bamako, tu ne vas pas vouloir mettre également au niveau, en fait. Tu ne vas pas en vouloir
Florent ou Amadou d'être un peu lent. Ils ne sont pas lents, ils travaillent avec son écosystème. C'est toi qui dois t'adapter à son écosystème. Et c'est ça que les seuls ne font pas souvent. Tu vois? C'est là si j'ai répondu à la question. Non, t'as effleuré la question. T'as effleuré la question parce que justement, le focus était justement même si on veut réussir plus ou moins, c'est justement de collaborer avec des gens finalement qui sont pas de l'extérieur, disons, parce que ça peut être aussi bien des ripates que des franco-français qui ne connaissaient que la France par exemple et qui sont venus en Afrique. Parce que toi tu as l'impression que c'était un peu ça le cœur même de la question, mais là tu as effleuré d'autres aspects, justement le fait de travailler en Afrique et de s'adapter aux gens. Lorsque tu as l'habitude de travailler justement dans une mentalité occidentale, européenne, française, etc. À ce moment-là, justement, ça te de t'adapter plus que de s'adapter. Oui, c'est un jeu collectif en fait. C'est-à-dire, mais je pense que c'est celui qui est bien de l'Occident qui doit faire le plus d'efforts. Le plus d'efforts dans la mesure où il a un standard auquel il a un target, il a une cible qu'il veut atteindre. Donc son but c'est de driver la compétence locale. Parce que l'homme dans le même sens que lui peut avoir. Et ça demande un jeu d'esprit, un jeu d'éducation. Mais je pense que l'Afrique, pour qu'elle puisse en sortir, il faut justement cette collaboration de force des deux entités. Autant quand je dirais pas, je parle de l'Occident et des forces locales. Sauf si maintenant il y a une refonte totale éducatif local. Et ça demande du temps et ça demande les refontes, tu le sais. C'est du déclin, de la reconstruction après qui demande du temps. Ouais, je vois. Donc, on ne peut pas passer par là, qui est pour moi la solution efficace sur le long terme, c'est de faire une collaboration de manière à ce que les deux puissances, que ce soit venant de l'Occident et des puissances locales, cohabitent et ensemble bâtissent quelque chose de tangible et solide. Je vois. Ok. Là, on a dérivé finalement sur notre question sur en fait, comment s'adapter, comment réussir en fait ce retour en Afrique, selon toi. Maintenant, c'est par rapport plus à la question de l'organisationnel. Tu as l'impression qu'on va, on en avait parlé quand même pas mal de fois, justement, tu as l'impression que si on veut parfois toucher une certaine qualité aussi bien dans l'organisation des événements, dans l'organisation d'activités extra, ça peut être aussi bien professionnel que professionnel. Il faut nécessairement finalement chercher des compétences internationales parce qu'on ne les retrouve pas en local. C'est comme ça à Abidjan ou bien c'est plus ton constat ici autour? Qu'est-ce que tu dirais? Bon, comme je t'ai dit, avec ce qui est intéressant avec Abidjan, c'est que ce qui est intéressant avec tous les pays normalement constitués, c'est que l'observation, c'est le premier enseignement. Tu vois. Lorsque les RIPAT ou bien la compétence vient en Afrique, en Abidjan, les Abidjanais observent, ils regardent, ok, c'est ça qui fonctionne, et ils reproduisent. Est-ce que cette capacité à dupliquer tout être humain a cette capacité techniquement. Tu vois ce que, comme dit, je vais faire une expression camerounaise, Malox. Si mon voisin fait une piche qui me plaît, je triche. Je ne fais la même chose. C'est pareil, c'est-à-dire à Abidjan, je parle des marchés où j'ai eu à séjourner. Tu as cette capacité que mes frères voient. Quand tu es bon, ils regardent. Et ils reproduisent la même chose. Peut-être pas avec le même standard, mais c'est pas très bon. C'est maintenant des entreprises à Abidjan qui te fournissent le même rendement qu'une entreprise extérieure. Pourquoi par exemple une boîte comme Vodou fonctionne, ou que ce soit la boîte de Kenzo Cash Money, ou bien. Bref, il y a tellement d'entreprises, tu vois. Je dis Kenzo Cash Money, c'est eux qui sont prêts pour faire l'Africacio Forum. Tu vois, tu as Vodou qui est au standard de publiciste. Tu vois, avec ses codes africains, en respectant aussi l'écosystème africain pour la marque, tu vois. Voilà, il y a tellement. On est arrivé à ce stade-là parce que on a vu comment ils ont fait. À l'époque, Vodou, bien que j'y étais pas, mais dans les années 99, quand ils créent son entreprise, ils recrutent des compétences occidentales pour voir comment ils travaillent. Et donc c'est ça, en fait, là c'est un produit. C'est un point intéressant. Donc quand toi tu dis, par exemple, finalement, quand on veut réussir en Afrique, il faut faire le jeu de la France. Par exemple, c'est de voir ce qui marche à l'extérieur et de dupliquer. C'est tout aussi bien en fait. Comme il l'a fait, moi c'est ma perception, c'est-à-dire, moi je pense fondamentalement que
journée, le game était créé par l'Occident. Donc si on joue avec leurs règles. Si on joue avec leurs règles, c'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. Tu vois ce que je veux dire, hein. Parce que tu dis, ouais, j'arrête de jouer, non, ce jeu-là qu'ils ont mis, c'est pas pour nous, etc. Voilà, tu vas dire que, voilà, non, c'est-à-dire, le capitalisme, il existe. Ouais. Si tu n'es pas content, on va te plaindre chez Karl Marx. Il est là, tu vois ce que je veux dire. Donc, don't hit the player, blame the game. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est de trouver comment danser dans ce jeu-là. Pour moi, ça ne sert à rien de blâmer l'Occident, que non, ils ont fait ça, de jouer. Non, Kémy Séba et compagnie, c'est des gens que j'admire personnellement parce qu'ils ont une conviction qui les défendent beaucoup et ils disent des fois qui me touchent personnellement, tu vois. Et moi, je suis arrivé à j'ai un petit réalisme à moi. C'est que je ne peux pas lutter contre le système. Ce que je dois faire, c'est comment matcher avec le système, est-ce que ça joue à l'avantage de ma nation, de mon peuple. Pour prendre le cas personnel, parce qu'on va se dire que je fais de la parole. Je vais parler, si tu permets, je peux parler dans le cas des certains cas personnels dans l'entreprise que j'ai eu à faire. Je travaille pour des entreprises à but capitaliste où chaque boîte où je suis passé, j'ai essayé d'insérer un projet qui a un impact direct sur ma communauté africaine. Je travaille pour une entreprise brassicole qui a pour objectif à la fin de la journée de vendre de la bière. J'ai instauré un projet d'entrepreneuriat pour former les jeunes à travers cette marque qui se voulait d'être aspirationnelle. Alors, ils ont appris, c'est ma part d'action, le soft power, tu vois ce que je veux dire. Lorsque je repars là où je suis actuellement, j'ai créé la plateforme Academia, où je fais venir des étudiants. Je pense que on le fait tous ensemble, tu vois, où ils apprennent un peu comment se passe l'installation dans les pays dans lesquels on est. Je repars à l'écoute de Vaudou. Et j'essaie toujours de mettre une petite touche de formation. Voilà. Donc, à la fin de la journée, c'est ça. Le capitalisme est là. Comment on joue avec ça pour que l'Afrique puisse s'en sortir, que certains comprennent ce qu'il y a à faire. C'est ça le véritable challenge. Ok. Moi, je ne rejette pas l'Occident. Les gars, je fais comme Mandela, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. On n'est pas dans un délit politique. Là, juste tu partages ton point de vue. Non, c'est cool. Et justement, les gens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Florent, vous êtes d'accord avec Florent ou bien totalement en désaccord? Profitez-en pour dire en commentaire, donnez votre avis, un avis structuré, juste pas dire ah non mais il raconte n'importe quoi, ce qu'il dit c'est totalement bête, totalement débile. Surtout si vous habitez en Occident, vous n'avez pas fait le chemin du retour, vous n'avez pas forcément vécu cette réalité qu'il a vécue, donc n'hésitez pas à le développer dans la partie commentaire. Florent, on est arrivé déjà, je pense, à plus d'une heure d'interview, donc je te remercie déjà pour tout le gros travail abattu et pour ce partage d'expérience-là. Et avant de donner le mot de la fin, je pose souvent cette question à mes invités, à savoir justement quels seraient maintenant tes 3 conseils que tu aurais à donner à un jeune maintenant qui est en Occident et qui voudrait faire comme toi, qui voudrait faire ce chemin-là du retour. Quel conseil tu lui donnerais? Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas faire ce que les autres le font, c'est de sentir qu'il faut qu'il le fasse. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que c'est comme quand tu croises une fille et que tu veux à tout prix causer avec elle, que tu sais que c'est elle en fait. C'est comme quand, je prends un exemple, c'est comme quand voilà, le bac est arrivé et tu as l'ultime conviction que tu fasses telle ou telle chose, tu vois. C'est pareil pour l'Occident. Moi, j'étais sûr que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Que tu partes. Tu vois, je ne sais pas comment, je ne savais pas que j'allais être en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, tous ces pays-là, je ne savais pas, mais je savais qu'il fallait que je sois en Afrique. Donc, c'est un appel du cœur. Il faut que tu le sentes. Ça vient de là, en fait. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir une feuille de route, un plan. Il faut avoir un plan. Sans plan, ça ne sert à rien. Il faut avoir un plan. Tu te dis, bon, ok, je rentre. Qu'est-ce que je peux essayer de faire on rappelle qu'un plan, c'est pas toujours, ça marche toujours pas, mais il faut quand même avoir, ne serait-ce qu'un draft. Effectivement. Il faut savoir ce que voilà, et ça c'est le plan. Et le troisième truc, c'est d'accepter que c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas les États-Unis. C'est d'accepter ça, c'est de se dire tout ce qui va se passer là-bas, c'est normal parce que c'est leur écosystème. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est leur norme à eux en fait. Le fait par exemple qu'il pleuve et qu'un employé te dise que je suis venu en retard parce qu'il pleuvait.
c'est des phrases que tu ne peux pas sortir en France ou en Angleterre, que tu es venu en retard parce qu'il... Tu trouves un moyen, tu trouves la solution en fait. Tu dois arriver en avance. Enfin, il y a le métro, il y a tout pour que tu sois à l'heure en fait au travail, tu vois. La météo, tu as su avant qu'il allait pleuvoir, tu vois. Donc c'est pas, c'est de considérer tout ça. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un rendez-vous à 10h, c'est de savoir techniquement qu'il viendra peut-être à 10h05 ou 10h10. Mais non, c'est aussi à nous qui sommes restés localement, qui sommes locaux, c'est aussi de se dire que... Toi, tu es un local, toi. Quand je dis nous, c'est un mot exclusif. Mais je suis devenu local maintenant, puisque ça fait quand même, ça fait 10 ans que je suis là. C'est pas mal ce que tu dis. Un bon point de vue. Donc c'est maintenant de s'adapter aux standards internationaux, parce que si l'Afrique veut arriver, on ne va pas arriver à être comme l'Occident. Il faut arrêter de rêver. On ne pourra pas, parce que tu ne pourras pas t'habiller comme celui qui a créé la tenue. Tu vas te copier. Tu vas toujours copier. Et on sait bien la copie n'est jamais comme l'original. Tu vois, pour moi, cette course effrénée de vouloir ressembler à l'Occident, c'est pas possible. C'est de trouver comment cohabiter à l'occidental et se faire son petit bonhomme de chemin. Donc c'est les trois, comme je t'ai dit, c'est que l'appel du cœur, tu sens que tu as vraiment envie. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas. Ils vont dire, moi je ne veux pas rentrer. Il vit son africanité chez moi. J'ai un ami qui s'appelle Karl. C'est le plus grand des... Il vit sa camerounaiserie étant à Londres. Et il ne veut pas rentrer, c'est hors de question. Non, il est habillé en sandia, c'est une tenue traditionnelle chez nous. Tu vois là le sandia, sa chemise, le balai. Ses enfants ont des noms douala. Il vit son Cameroun dans son Londres en fait. C'est presque ce que je veux dire. Donc pour moi en fait, lorsqu'on dit ripat, retour au pays, pour moi le retour au pays peut être mental juste, peut être dans la manière dont tu prends les valeurs étant en Australie. Et c'est l'australité comme ça. Par exemple, il y a d'autres qui disent que je mets des tenues africaines, mais je vis en France à choisir le roi. Il vit son africanité. Le Togolais qui mange Togolais et ses enfants parlent étant basé en Australie, il vit son africanité. Vous n'allez pas leur vouloir qu'il ne rentre pas. Mais lui, il vit son Togo chez lui, à Sydney. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sentir ça et quand tu le sens, c'est t'accrocher avec ton plan et te dire que qu'advienne que pourra, c'est pas la même chose que j'ai laissé et c'est d'accepter ce qui va se passer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu. C'est vrai que c'est frustrant. À un moment, j'ai voulu. Mais je me disais, bon, j'ai 23 ans, 24 ans, je peux encore m'essayer. Tu vois, à l'époque, j'étais très jeune, je voulais pas faire ça tard. Parce que c'est aussi ça, parce que tu peux pas demander à un gars de 40 ans d'entrer. Il a déjà ses habitudes, déjà son salaire qui est élevé. Je voulais faire ça tôt, je l'ai fait. Dieu merci, ça va plus mal, tu vois. Je suis arrivé à des postes, j'ai monté, chaque fois que je quittais l'entreprise, je montais en apprentissage, en skills, en responsabilité, en cash, donc pour prendre soin des biens. Donc chacun son histoire, quoi. Et il faut juste y croire. Je vois. Ok. Donc la première chose, donc il faut avoir cet appel du cœur là. Il faut ensuite la deuxième chose, ce serait d'avoir le plan, et s'accrocher au plan. Et la troisième chose, c'est de dire que ça va pas se passer. C'est d'éviter la comparaison. Quand je dis ça passe parce que c'est d'éviter la comparaison que quand j'étais en France, je touchais 4 000 euros plus ce poste. C'est pas une réalité, c'est pas une économie, c'est pas les mêmes loyers, c'est pas la même manière de se passer, non. Tu vois, donc ça c'est. Mais il y a d'autres qui ont cette chance d'avoir des super contrats. Moi, je prends le cas du gars lambda. Maintenant, il y a d'autres qui ont des super contrats. Tu as la Banque mondiale qui le fait venir, la BAD, il vit son best life. Quand tu as des postes de fonctionnaires internationaux, donc c'est vrai que dans tous les cas, tu as toujours une distinction, mais toi, en tout cas, tu as partagé ton point de vue par rapport à ta propre expérience et ce sont tes conseils. Et justement, j'en profitais maintenant pour te donner le mot de la fin. Si tu avais un mot à dire à celles et ceux qui nous ont écoutés pendant cette heure, quel serait-il? Ça peut être une recommandation de lecture, ça peut être une activité, ça peut être quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu dirais à... Moi, je dirais qu'il faut beaucoup se connaître. Il faut vraiment se connaître. Et puis, le patriotisme n'est pas une dette, quoi. Tu ne dois rien à ton pays, en fait. Pour moi, en fait, le patriotisme n'est pas une dette. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu es sénégalais que tu dois forcément rentrer au Sénégal. Pour moi, c'est pour ça que je me considère comme un pluriel africain. Parce que quand tu as vu le parcours que je t'ai relaté, j'ai vécu dans pas mal de pays africains. Tu vois. Donc, moi, j'ai plus
moi, comme dit Camerounais, j'ai une vie d'origine, mais sinon je me considère plus comme, je me considère plus comme un Africain. Ouais. Tu vois, j'ai une vue d'ensemble sur toute l'Afrique et le plus important, c'est de me sentir bien partout où je me trouve en Afrique. Tu vois, où on me rappellera pas à chaque fois que je suis noir, que je suis africain. C'est ça que je voulais. Ah, ok, je vois. Donc c'est pas une dette. Quand au Sénégal, ça se passe pas bien. Si au Togo, ça se passe pas bien, ça peut se passer bien au Rwanda. Ça se passe bien. Il faut juste trouver l'écosystème qui correspond avec votre façon de Waouh. Ouais, je ne peux pas plus être d'accord. Non, je suis plus soi. Ça résonne pas mal dans ma tête, c'est vrai que ça résonne dans ma tête. Ouais, donc ok, ça c'est un truc qui est important et je suis aussi d'accord sur cette partie. Je me considère moi comme un Africain d'abord, un Africain qui est né dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle le Togo. Et ouais, je voudrais déjà aussi essayer beaucoup de pays comme tu l'as fait, y travailler. C'est pas la même réalité, j'ai eu de la chance d'y voyager, mais j'ai pas travaillé comme toi tu l'as fait. Donc non, ça fait assez plaisir, Je vais en profiter justement pour clôturer cette vidéo, cette discussion qu'on a eue. J'espère qu'elle vous a plu. C'est quelque chose qu'on va faire de manière régulière sur des sujets peut-être moins longs. Là, on a fait le retour de Florent, qui est actuellement directeur de communication. Donc, après plusieurs années en Afrique et dans différents pays, a atteint ses objectifs. Donc, on peut arriver à... il est tellement encore arrivé. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, ça. Un jeu pour toi va sortir, non? Ouais. On va essayer de parler régulièrement justement avec Florent qui a ce film-là du retour, qui a cette expérience du retour depuis plus de 10 ans. Régulièrement quand on parle, je suis confronté à des choses auxquelles lui il a déjà été confronté, on a des points de vue qui sont différents. Donc on va vous parler. Tu es trop resté occidental dans la tête. Ah ouais, moi je suis tu as trop les standards occidental. Laisse-toi faire. On peut rien attendre de la chacun. On ne peut pas attendre cette rigueur, etc. Non, on peut, mais c'est une éducation. Ça prend du temps. Il faut la préparer, il faut la remouler. Tu vois. C'est comme un âne. Tu peux demander qu'un âne fasse comme un cheval de course. Épique. Donc l'Afrique est épique. Si tu vas avec l'âne doucement, tu lui demandes comment ça se passe. Il peut un jour être comme Jolly Jumper. Ok. Ça, c'est pas le même niveau, mais comme je te dis, il copie. Il copie, mais il ne peut pas être comme. Effectivement. Il faut qu'il trouve sa singularité. Tu ne peux pas demander au Togo, ou au Bénin, ou à la Côte d'Ivoire, comme la France, comme l'Angleterre. Ils peuvent voir peut-être les mêmes, mais avec la singularité. Je vois. Mais justement, là, on va en parler régulièrement. Vous voyez, là, je voulais aussi rebondir, parce que voilà, j'ai toujours mon point de vue, il a toujours son point de vue. Donc, on va partager avec vous nos points de vue. Il est souvent un peu compliqué. Donc, on va partager avec vous nos différents points de vue sur justement quelqu'un qui a fait le chemin du retour depuis beaucoup plus longtemps, donc qui a été confronté à beaucoup de choses auxquelles moi je suis confronté actuellement et qui peuvent parfois me mettre en boule. Donc on va discuter de tout ça à travers une série de vidéos. Donc vous allez retrouver Monsieur Florent régulièrement. Monsieur Florent qu'on appelle l'homme à la surchemise, ou l'homme aux lunettes. Pas que le voir, mais l'homme de soleil. Donc on va discuter de tout ça. Oui, je t'ai obligé de... Voilà. Donc les gens vont se demander pourquoi il a une lunette. Non, je suis à côté de l'homme aux lunettes de soleil, donc je fais pareil. Donc voilà, donc régulièrement on va faire cet exercice-là. Je vais mettre fin à cette vidéo, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, vraiment je vous conseille comme d'habitude de faire 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Aimer la vidéo, 2. La commenter, si ce n'est pas encore fait, commentez-la, ce que vous avez pensé, et du point de vue de Florent. Et 3. Partagez-la. Ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous, pour vos amis, pour vos familles, ceux pour qui ça intéresse. Donc, partagez cette vidéo-là, ça nous fera le plus grand bien. C'est comme ça qu'on supporte un projet, c'est comme ça qu'on le fait grandir et ça ne vous coûte rien. Donc, merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mensa Megalo Webato Africa, comme on dit ici, Amina et Isande.